Salut les bouseux. Aujourd'hui c'est un nouvel œil du bouseux, un 5e numéro, vu que cette rubrique marche plutôt bien, je ne suis pas débile, alors j'en profite. Si ça me ramène de la visibilité du public, je vais pas me gêner. Et justement, la vidéo que nous allons analyser et critiquer traite de la visibilité, quelle coïncidence! On va s'intéresser au cas de Absol, un vidéaste spécialisé dans des vidéos d'analyse et de documentaires, pour le citer, et qui a 380 000 abonnés. Plus particulièrement, nous allons nous pencher sur sa vidéo intitulée Twitter et la nature humaine, d'une durée de 15 minutes, publiée le 16 juin 2018, et qui a fait 200 000 vues. Cette analyse critique m'a demandé pas mal de taf, j'ai dû fouiner en dehors de la vidéo de base pour approfondir car je suis tombé sur des biais cognitifs et autres paradoxes si énormes qu'il était de mon devoir d'essayer de les expliquer. Je peux vous dire que j'en ai bouffé du Absol. Petit teasing pour vous motiver, nous parlerons de rhétorique, rationalisme, féminisme, dissonance cognitive, tout ceci pour montrer à quel point des youtubeurs peuvent vous prendre pour des cons sans même s'en rendre compte. Bref, la vidéo d'Absol commence par la rediffusion de 2 extraits d'interviews qu'il a fait d'autres youtubeurs, d'abord Fred, du Jour du Grenier, puis Vodka, un vidéaste humoristique de la chaîne du même nom, que je ne connais pas et je m'en fous. Ces 2 extraits posent ainsi le sujet d'Absol avec les avis des 2 youtubeurs sur Twitter et sur le comportement des gens sur ce réseau social. À noter que ces 2 youtubeurs spécialisés dans le divertissement grand public ne sont pas particulièrement réputés pour la profondeur intellectuelle de leur production artistique. Ils ont le droit, il faut de tout, mais déjà ça pose le niveau et le point de vue. C'est encore plus particulier sur Twitter en fait. Ah oui, ça, mais un vrai champ de bataille. Oui, c'est un champ de bataille pour. Un champ de bataille, une métaphore utilisée également dans la description qui avait servi le 1er juin 2018, donc 2 semaines avant, à Norman pour sa vidéo Terrain miné, dans laquelle l'humoriste se plaignait qu'on ne peut plus rien dire sans que des gens critiquent « Quelle catastrophe, c'est un génocide ». Soulignons ainsi que cette métaphore est particulièrement excessive. Alors d'accord, c'est une hyperbole, mais quand même, on parle de tweets, ce ne sont pas des balles dans la tête. Quoi qu'il en soit, on relèvera surtout qu'on a ici des gens qui font des appels à la modération. C'est le grand drame en fait des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a plus de milieu en fait, il n'y a plus que les extrêmes. Alors qu'en même temps, il compare Twitter à une zone de guerre, la situation à un drame, ce qui n'est pas un jugement très modéré. Elle donc qui avait du coup attiré les féministes en mode regardez, je suis attaqué par le joueur du grenier, alors que tout ce que j'avais fait c'était de lui répondre. Tu vois, il y a aussi ce truc de genre les gens célèbres n'ont pas le droit de donner leur avis. C'est ça, sur Twitter, tout le monde peut t'attaquer, mais toi t'as pas le droit de répondre. Ce point aussi sera très important pour plus tard. Ils se plaignent que les gens célèbres n'aient pas le droit de répondre. On note et on passe à la suite avec l'autre extrait d'interview. Mais après Twitter c'est un champ de bataille. Hein, oui, là moi c'est devenu vraiment un truc où je suis de moins en moins dessus. Faut vraiment prendre du recul sur Twitter parce que sinon moi j'étais vraiment tomber en dépression. Ouais c'est ça, je prenais trop tout à cœur et j'ai arrêté en fait. C'est marrant parce que même avec une petite publication aussi neutre soit-elle, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quoi tu dis genre salut ça va quoi comment oses-tu dire moi, que nous allons bien Il a vraiment rien trouvé de mieux comme homme de paille. Alors ok, c'est une caricature, mais bon, moi ça me fait penser aux antiféministes qui s'opposent à la lutte contre le harcèlement en disant qu'on ne peut plus dire bonjour à une femme dans la rue sans se faire emmerder. Putain, le mec arrive, balance un salut, ça va? Et pauvre de toi, ça t'importune! Bref, surtout, on soulignera encore l'absence de mesure dans le propos. Twitter, c'est un champ de bataille, et c'est comme si on n'avait plus le droit de dire salut, ça va. On est donc totalement dans l'excès, dans l'hyperbole à nouveau. Toutefois, Vodka rebondit et donne ensuite un exemple plus réaliste, tiré de son expérience personnelle. Si je tweete salut, ça va, et j'ai fait l'expérience, il y a forcément une personne qui me dira, mot pour mot, donc tu fais genre, tu veux être sympa avec nous, qu'est-ce que tu veux? Et genre super agressif. Vodka dénonce ici des gens l'accusant d'avoir des intentions intéressées et hypocrites alors qu'il veut juste être bienveillant. C'est-à-dire qu'il dénonce un procès d'intention. Je dis que c'est réaliste car il est tout à fait possible que des gens se méfient des youtubeurs pensant que ceci, et cela arrive, profitent de leur communauté dans leur intérêt personnel, comme s'enrichir ou obtenir des faveurs sexuelles. Si vous connaissez mon émission, vous aurez remarqué que je ne relève pas ce genre de détails pour rien, alors prenez des notes et on y reviendra. C'est un mec qui a 200 abonnés, il sort de je sais pas où et il m'insulte d'homophobe de ouf quoi. C'est un mec, il a 200 abonnés, il sort de je sais pas où, et il m'insulte d'homophobe de ouf. Alors déjà, homophobe, c'est pas une insulte, hein, c'est un constat qui peut être vrai ou faux, mais passons. Ce qui est important ici, c'est de se demander pourquoi préciser le nombre d'abonnés. Quel est le rapport entre le nombre d'abonnés et la remarque? Il n'y en a aucun. Sauf si on part du principe que le nombre d'abonnés est proportionnel à la légitimité pour donner son avis. En effet, il précise bien, il sort de je sais pas où. En bref, si t'as pas d'abonnés, ton opinion n'a pas de valeur. Je ne sais pas si c'est dans la mentalité habituelle de ce youtubeur, qui malgré cela me paraît sympathique. Mais en tout cas, c'est le message qu'il fait passer. C'est un ad populum, un appel au peuple. Il faut ainsi savoir qu'il est très souvent utilisé pour faire taire la critique. Pour donner un exemple, j'avais déjà pu critiquer une vidéo de Calchbot il y a 1 an sur mon blog, et il l'avait mal pris. Nous avons échangé sur Twitter, et celui-ci en est venu à réfuter mes arguments de cette manière. Je fais des cartoons humoristiques qui font des centaines de milliers de vues, et toi, t'es qui déjà? Ça me fait rire de lire un random m'expliquer que je connais rien à l'humour.
Kalchbeut disait en effet que pour lui, l'humour, c'est faire rire. Ce qui est faux, lui ai-je répondu, ça c'est le comique. Mais bref, il m'a également traité de random. Le random, c'est l'aléatoire. C'est un terme à connotation péjorative pour dire que quelqu'un est n'importe qui, c'est-à-dire personne. Bref, du mépris sur la base de l'absence présumée de notoriété. Nous retrouvons cette même idée fixe chez Greg Tabibian. Je peux comprendre que ta vie ne tourne pas autour de l'approbation de ta communauté, tu n'en as pas. Bref, les exemples ne manquent pas, que ce soit de la part de youtubeurs ou de leurs fans. C'est un nouvel élément que nous gardons pour plus tard. Bon, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, parce que ça risque de me retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Mais bon, vu que je ne vis pas du tout de YouTube, si demain tout doit s'arrêter à cause d'un bad buzz, ça ne changera pas ma situation personnelle. Absol commence donc par nous dire qu'il redoute un bad buzz à tel point qu'il en risquerait de perdre sa chaîne. Ça va dénoncer sévèrement et déranger l'ordre établi. Prenez garde, puissants de ce monde. Bon, alors déjà, un bad buzz, ça peut être très profitable, si t'as les épaules. Mais outre ce raccourci étrange, avec le recul, on peut dire qu'il s'est bien planté. Sa vidéo a 18 000 pouces bleus et 500 pouces rouges pour 200 000 vues, je ne vois pas de bad buzz. Il faut croire que ce qu'il va nous dire n'a en fait rien de polémique, mais sera plutôt consensuel. Alors évidemment, juger a posteriori c'est facile, on va donc se contenter des éléments qu'on a à notre disposition au moment des faits. Ce qu'on sait, c'est que 2 semaines avant Absol, Norman a tenu le même discours en recevant un très bon accueil du public, hormis d'une minorité de militants politiques de gauche, dont j'ai fait partie avec plaisir. Et quand tu partages l'opinion de Norman, l'humoriste pour jeunes ados qui fait des blagues sur les barbecues ou les supermarchés, c'est que si ça se trouve, t'es pas tellement subversif. Plus généralement, les opinions à base de « on ne peut plus rien dire » sont légion, en particulier à droite et à l'extrême droite. Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, etc. Donc non, désolé Absol, si t'as vraiment cru être dérangeant avec cette vidéo, je regrette. T'es juste en train de diffuser au pire le discours dominant, au mieux un discours très répandu. Lors de mes recherches, j'ai en effet effleuré en surface des sites bien glauques ou simplement illégaux, mais bizarrement, le site qui a réussi à le plus me dégoûter d'internet ne se trouve pas sur le dark web. Oui, vous avez vu dans le titre. Twitter. Sérieusement ? Twitter, ce serait pire que des sites pédophiles ou terroristes. Qu'on m'explique pourquoi Twitter est un des réseaux sociaux les plus populaires si en réalité c'est la porte des enfers. Alors on me dira, ouais ok, mais là encore, c'est une hyperbole, il exagère pour marquer le coup. Il y a un moment, les hyperboles ça va 5 minutes. Si on ne les désamorce pas au sein d'un discours au premier degré, on laisse passer l'exagération comme si elle était elle-même au premier degré. Donc moi, sa figure de style là, j'en conclus qu'il y croit vraiment, au moins en grande partie, et de toute façon cette manière d'exagérer systématiquement, ça pose quand même un contexte où il n'y a pas de sens de la mesure. Bref, c'est orienté. Mais malheureusement, il y a des jours où Twitter me débecte au plus haut point. Ou devrais-je dire la nature humaine galvanisée par les réseaux sociaux. Donc là, il vient de nous présenter sa thèse, la nature humaine serait galvanisée par les réseaux sociaux. Déjà, la nature humaine est une bonne vieille astuce pour avoir une explication toute faite. Des gens se comportent régulièrement d'une certaine façon, vous êtes trop feignant pour chercher d'où ça vient parce que la psychologie sociale c'est compliqué, alors dites que c'est la nature humaine. J'ai moi-même la flemme de faire une compilation, mais ce concept de nature humaine est très récurrent, sinon systématique, dans les vidéos d'Absol. Quoi qu'il en soit, il va par la suite nous justifier sa position. Ça fait plus de 7 ans que je poste des vidéos sur cette chaîne YouTube et ça fait plus de 6 ans que je gère une page Facebook et un compte Twitter. Sur ces 6 dernières années, j'ai toujours fait le même constat. La même publication mot pour mot sur ma page Facebook ne sera pas du tout reçue de la même manière sur Twitter. Dans la grande majorité des cas, j'ai beaucoup plus de retours négatifs pour ne pas dire haineux sous ma publication Twitter que sous celle de ma page Facebook. Et ça, je peux l'expliquer par 3 facteurs. Il est important de préciser ici que je suis dans la même situation, c'est-à-dire à la fois sur Twitter et Facebook depuis 4 ans et pourtant je n'arrive pas au même constat que lui. Ce qui est normal, il s'agit d'expériences personnelles donc des points de vue subjectifs. Mais on y reviendra. Premier facteur, contrairement à Facebook, beaucoup de personnes sur Twitter utilisent des pseudonymes et profitent donc de leur anonymat pour insulter les autres. Ouais, sur Facebook les gens ne se privent pas ni d'utiliser des pseudos ni d'insulter. Je vais vous donner quelques exemples dans les commentaires d'une seule de mes publications, un gag ironique où je caricature des propos de conspi. Pauvre toi, ta mère a dû te percer trop près du mur. Il y a vraiment des cons sur Terre. Vérifie sur internet mec, ça prend 2 secondes espèce de trou du cul. Une bonne page de débile. Et le meilleur pour la fin. Putain, y a un Tipeee en plus, fils de pute, je suis sûr que tu utilises les jambettes pour le fric, sale trou de balle. C'est toujours fin et délicat. En juin 2015, je m'étais également pris, toujours sur Facebook, une shitstorm avec des centaines d'insultes et de menaces pour une blague d'humour noir ayant conduit à la fermeture de ma première page. De la même façon, la féministe Megan K, ciblée par les fans de Marceau sur son invitation, fut alors victime d'un harcèlement très violent sur Facebook. À partir de là, qui a tort, qui a raison, est-ce qu'il y a plus d'insultes sur Twitter ou Facebook? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que son premier facteur est sujet à débat.
Facebook n'est pas un réseau social où l'on partage des publications à outrance, contrairement à Twitter où beaucoup retweetent parfois 50 publications dans la même journée. Du coup, lorsque je poste la même publication sur Twitter, mes abonnés la voient, la retweetent et ça arrive alors sur le fil d'actualité de leurs followers qui eux ne m'apprécient pas forcément. Il y a donc énormément plus de chances d'avoir des messages haineux sur Twitter avec la même publication, même lorsque celle-ci est complètement neutre. Complètement neutre. C'est la seconde fois qu'il utilise cette formulation. Eh ben on note. J'aurais aimé un exemple véridique de propos d'après lui neutre, qui reçoit pourtant de la haine. Malheureusement, on n'en aura pas. Or, considérer ce qui est neutre ou pas, ça peut être le produit d'un avis subjectif. Absol lui-même nous le disait dans sa vidéo de 2016, La mode des critiques YouTube. La neutralité que vous pensez avoir sur tel ou tel sujet n'est en fait que votre neutralité. Comment peut-on avoir eu conscience du paradoxe de juger la neutralité et 2 ans plus tard être capable d'affirmer sans sourciller ce qui est neutre ou pas? Et en plus pour appuyer sans preuve l'idée saugrenue que des gens deviennent haineux injustement en réaction à un propos neutre. Comment c'est possible de tenir un discours aussi bancal? On y reviendra, ça aussi on note. En tout cas, son deuxième facteur expliquant que Twitter serait plus haineux que Facebook, c'est de dire qu'une publication sur Twitter circule mieux que sur Facebook. Pourtant, ce que je constate, c'est que les gens commentent plus sur Facebook que sur Twitter. Je vais prendre un exemple rapide, je vais sur mon actualité Twitter, je prends un tweet qui circule bien. 4700 likes, 900 retweets et 59 commentaires, ou plutôt 59 fils de commentaires, et très peu qui ouvrent des discussions. Quoi qu'il en soit, sur Facebook, c'est inimaginable. Avec 4700 likes sur Facebook, tu ne peux pas avoir que 60 fils de commentaires. Ma publication dont je vous parlais tout à l'heure, celle avec les insultes, c'est 800 likes, 1800 partages et 900 commentaires. Bref, sur Facebook, ça papote vachement plus en réaction à une publication, alors que sur Twitter, chacun va plutôt s'exprimer dans son coin. Donc non, son deuxième facteur, expliquant l'agressivité présumée plus forte sur Twitter, n'est pas lui non plus solide. Peut-être qu'une publication circule mieux que sur Twitter que sur Facebook, mais on commente quand même beaucoup moins. Donc, il faut savoir qu'un bon nombre de communautés sur Twitter ne me portent pas dans leur cœur, et c'est peu de le dire. En effet, j'aime aborder des sujets qui fâchent, difficiles à traiter, souvent sujets à polémique, comme le dark web, la pédophilie, les trolls du web, la maltraitance animale, la pensée radicale, ou encore le danger des neurosciences. J'aime également analyser des choses que je juge néfastes, ou encore interviewer dernièrement des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être parce que je ne vis pas de YouTube que je peux me permettre de faire ce genre de vidéo, justement. Donc là, il se place une seconde fois dans la position de quelqu'un qui prend des risques et qui peut se le permettre, quelqu'un qui se fait des ennemis, quelqu'un qui aborde des sujets qui fâchent et qui en assume les conséquences. Bon, désolé Absol, mais dénoncer la pédophilie, les trolls, la maltraitance animale, les véganes et les dangers de la science, c'est pas subversif tout ça, hein. Alors ok, ça peut être sujet à polémique, mais tu risques rien, hein. Tu vas quand même pas nous faire croire que tu prends des risques en disant que maltraiter les animaux c'est pas bien, mais que les véganes y font chier. Et puis j'y pense, c'est quoi le propos? D'un côté, il dit qu'il traite des sujets qui fâchent, admettons, et ensuite qu'il y a des gens qui se fâchent. Donc c'est normal alors, non? Mais bref, cette ligne éditoriale me vaut souvent d'avoir certaines communautés à dos. Par exemple, beaucoup de féministes et de social justice warriors me détestent parce que j'ai osé donner la parole au Raptor dissident dans une de mes vidéos sur la critique sur YouTube il y a 2 ans. Ah oui d'accord. T'avais donné la parole au Raptor dissident, le mec qui avait dit, entre autres choses, que les hommes et les femmes ont autant de problèmes dans la vie vu que les hommes se font voler et les femmes se font violer, donc c'est pareil. Certaines se font mater et violer, d'autres se font casser la gueule et voler. Vous inquiétez pas, niveau humiliation, on est tous sur une base à peu près égale. Absol donne la parole à un mec qui nie l'existence du sexisme, minimise la gravité des violences sexuelles faites aux femmes, et après il s'étonne que ça plaise pas aux féministes. Alors évidemment il faut être honnête, le Raptor dissident a tenu ses propos et a été à l'origine du harcèlement de Marion Séclin après avoir été invité par Absol. Le Raptor dissident a également été à l'origine du harcèlement du youtubeur Danny Caligula, ça commence à faire beaucoup. Toutefois, on peut relever que Absol ne cherche aucunement à prendre ses distances de ce harceleur misogyne au contenu hyper agressif et au contraire, prévoit même de l'interviewer. Et certaines personnes d'extrême gauche me reprochent d'être d'extrême droite du fait d'avoir donné la parole au Raptor dissident. Qu'est-ce que ça va être quand je vais faire une interview en 12 questions avec lui alors? A l'inverse, c'est quand la dernière fois qu'il a donné la parole à une féministe? Spoiler, il l'a jamais fait. Il a interviewé 23 personnes, parmi elles 2 femmes, aucune connue pour son engagement féministe. Alors on me dira, ouais mais c'est parce que sur YouTube, c'est surtout des mecs. C'est vrai. Et pourquoi? Peut-être notamment à cause de types comme le Raptor dissident et sa communauté de harceleurs qui ciblent spécifiquement les youtubeuses femmes et féministes. Pendant que le Raptor dissident et autres fascistes 2.0 font en sorte de réduire des femmes au silence par l'intimidation, Absol légitime sa parole et regarde ailleurs.
et après, il s'étonne que ça plaise pas aux féministes. Également, beaucoup de véganes me détestent parce que j'ai fait une vidéo contre la maltraitance animale tout en avouant manger de la viande 2 fois par semaine, et que j'ai osé répondre à leurs commentaires. Ça m'a valu une 50aine de vidéos sur moi, dont certaines avec le montage de ma tête sur le corps d'un boucher égorgeant des animaux. Une 50aine de vidéos. Des vidéos YouTube alors. C'est quoi le rapport avec Twitter là en fait? En quoi Twitter, ce qui est censé être le sujet, aurait incité des gens à faire 50 vidéos de réponses sur YouTube? Et en quoi c'est grave que des gens lui répondent? En quoi c'est le détester? Le mec, on lui répond, et il se sent détesté. Même le montage qu'il dénonce, c'est pas non plus horrible. Si tu manges de la viande, indirectement tu participes à la boucherie. Le photomontage est cohérent. Un peu osé, mais cohérent. Il y a des femmes qui se retrouvent sur des montages porno, alors détends-toi un peu, hein. L'ironie, c'est que ma vidéo sur la maltraitance animale a fait devenir énormément de gens véganes, et peut-être même plus que certaines chaînes YouTube dédiées 100% à cela. Peut-être même plus. Oui, ça tu peux toujours le dire, hein. Donc là, le mec se permet de supposer qu'il est peut-être plus utile à la cause animale que les véganes. Mais à partir de quoi? De que dalle. Bon, on va pas s'attarder sur le ridicule de la situation. Sinon, certaines personnes d'extrême droite me reprochent d'être d'extrême gauche du fait d'avoir interviewé Jean-Luc Mélenchon, et certaines personnes d'extrême gauche me reprochent d'être d'extrême droite du fait d'avoir donné la parole aux raptors dissidents. Oui, et alors? Moi aussi, on m'a déjà traité de réac et de gauchiste. Mais c'est pas parce que tu reçois des critiques de plusieurs camps que ça annule les critiques, en fait. Tiens, le raptor dissident, il a fait une vidéo pour dire que Marine Le Pen est de gauche. Marine Le Pen, que la plupart des gens considèrent d'extrême droite. On est censé en déduire que les deux critiques s'annulent. Bah non. Là, son but, c'est de montrer le ridicule des critiques, mais juste, ça marche pas. On creuse 2 secondes et on se rend compte que ces remarques qu'on met en opposition ne permettent pas d'en arriver à la moindre conclusion, si ce n'est de dire qu'il existe des gens avec des opinions contradictoires. Quelle surprise! Mais ça veut pas dire que les deux ont tort. Et en plus, faut admettre que les personnes qu'il présente comme extrémistes le soient vraiment, donc le croire sur parole. Il y en a même qui vont jusqu'à doubler tout le monde lors des fils pour mes dédicaces lors de conventions pour me traiter haut et fort de fasciste devant tous mes abonnés. True story, Antox peut en témoigner. Donc là, il nous parle de quelqu'un qui est venu le voir en vrai. Une nouvelle fois, c'est quoi le rapport avec le sujet, c'est-à-dire Twitter? C'est la seconde fois qu'il nous donne un exemple qui ne justifie pas son propos. C'est fort. J'ai même pas la preuve que ce qu'il dit c'est vrai, et pourtant je peux démontrer que ce n'est pas un exemple pertinent pour justifier son propos. En plus, faudrait partir du principe qu'il ne déforme pas les accusations, vu qu'on n'a aucun moyen de vérifier leur véracité. Pourtant, c'est un phénomène récurrent de déformer des reproches ou des critiques qu'on prend alors pour une attaque personnelle, de manière souvent inconsciente. Dans les luttes contre le racisme, le sexisme ou l'homophobie, il est fréquent de dénoncer un discours, et que la personne ayant tenu ce discours prenne ça pour une attaque personnelle. Exemple, une première personne lance « Ce que tu dis est sexiste » et l'autre répond « Je ne suis pas sexiste ». Sauf que la critique est bien une critique du discours et pas de la personne. On peut ainsi supposer une probable déformation des reproches. Mais on va faire mieux que supposer, on va prouver. En effet, j'ai pu remonter à la source de son anecdote où des personnes l'auraient traité de facho à une convention. Il précise « des personnes », mais rien ne dit que c'est arrivé plusieurs fois. Par contre, on sait que c'est arrivé une fois. La personne à l'origine de cet événement, c'est Ginger Force, une youtubeuse qui analyse du contenu culturel. Je l'ai contactée, voici sa version des faits. Je l'ai pas traité de facho, je lui ai dit qu'il était pote avec la fachosphère et que j'en pouvais plus de ses vidéos de droite. Elle rajoute « Je suis morte de rire qu'il sorte ça maintenant alors que sur place, il était dans ses petits souliers que je le confronte les yeux dans les yeux. Les mecs s'attendent jamais à ce qu'une meuf leur vole dans les plumes. » Enfin bon, là on s'éloigne du sujet. Ainsi, Absol n'aurait pas été traité de fasciste, contrairement à son affirmation. Me traiter haut et fort de fasciste, mais on l'aurait accusé d'être complaisant avec la fachosphère, ce qui est différent, c'est bien plus nuancé. Si on se base sur ce témoignage, Absol déforme donc des propos à son encontre. Je suis consterné de voir que même ceux en qui j'avais placé ma confiance ont avoué avoir truqué certaines de leurs vidéos, Que supposer alors du reste? Quelle crédibilité peut-on donner à son point de vue? Certains encore me disent que lorsqu'on remet en question des choses néfastes sur YouTube, il faut soi-même être irréprochable. Or surprise, personne n'est parfait, et je ne m'appelle pas personne. Là, c'est le seul moment où il y a une pointe de mesure, où il se met lui-même dans le doute. Mais soyons honnêtes, dire « je suis pas parfait », c'est quand même l'excuse des gens qu'on n'a rien à foutre de la critique et qui comptent pas changer quoi que ce soit, C'est de la fausse humilité, ça. Tu peux répondre « je suis pas parfait » à tout et n'importe quoi. Bref, ceci pour dire que le seul moment où il présente une critique qui pourrait être justifiée, c'est-à-dire qu'il aurait des choses à se reprocher, il la balaye d'un revers de la main. Ce qui fait qu'on reste sur notre idée, aucune critique à son encontre n'est pertinente.
Moi, avec ces éléments, je me dis, ce mec-là n'est pas du tout ouvert à la critique. À aucun moment, il ne se place en situation de doute sur lui-même. À aucun moment, il ne fait le moindre pas vers ses détracteurs. Ce qui va devenir un gros problème. Bref, des raisons plus débiles les unes que les autres, dont certaines se contredisent toutes seules. Mais ça n'empêche pas qu'elles soient utilisées à toutes les sauces sur Twitter. Quel est le rapport avec Twitter ? Il nous a parlé des véganes qui font des vidéos sur YouTube, d'une youtubeuse qui est venue le voir à une convention, et de ces vidéos qui seraient elles-mêmes polémiques. Il n'y a pas de rapport avec Twitter. Ainsi, il nous fait une liste de critiques qu'il présente comme illégitimes. Ça dure de 5 minutes 15 à 6 minutes 45, donc pendant 1 minute et demie, c'est une liste d'accusations à son encontre, présentée d'une manière à nous pousser à les considérer débiles, pour reprendre son terme lorsqu'il conclut. Pourtant, en plus de la déformation de la critique, celle que j'ai démontrée et celle qu'on peut supposer, il y a une sélection assez évidente de ses reproches pour aller dans le sens de son propos, en ignorant probablement les critiques plus pertinentes, c'est-à-dire qu'il ferait du cherry-picking. Il est en effet très peu réaliste d'imaginer que toutes les critiques à son encontre seraient débiles, mais sa façon de les présenter nous pousse vers cette conclusion absurde. On est bien dans un discours complètement orienté. Vous aurez beau traiter certains sujets de la manière la plus neutre possible, on arrivera toujours à vous reprocher quelque chose. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et paf, encore le coup de la neutralité. Comme on a pu le voir, il a quand même pour habitude de prétexter la neutralité pour rendre les critiques injustifiées. Une petite publication, aussi neutre soit-elle, que la même publication, même lorsque celle-ci est complètement neutre. Vous aurez beau traiter certains sujets de la manière la plus neutre possible, ce qui est dans l'absolu une position intenable, surtout sans exemple concret, surtout en considérant qu'il déforme des accusations ou exagère son discours par des hyperboles. Je vais pas développer, rappelons juste que par le passé Upsol en avait conscience. La neutralité que vous pensez avoir sur tel ou tel sujet n'est en fait que votre neutralité. Quoi qu'il en soit, le coup du « on ne peut pas plaire à tout le monde », outre qu'il s'agit d'une phrase toute faite, une évidence, sans le moindre intérêt, c'est avant tout une négation de l'esprit critique. Alors oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, merci Sherlock, et alors ? De plus, il se répète. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Personne n'est parfait, et je ne m'appelle pas personne. En effet, ces deux phrases toutes faites sont interchangeables. Ce type de discours consiste à nier la légitimité de la critique sur le prétexte que la critique, il y en aura toujours, et c'est une pierre angulaire de son discours. À nouveau, on constate un rejet absolutiste de la critique. Attention, je ne dis pas tout ça pour me plaindre, je m'en fiche complètement, ça ne va pas m'empêcher de continuer à aborder des sujets polémiques. Ah bah putain, le mec passe 2 minutes à dire qu'on le critique injustement, mais ce n'est pas pour se plaindre. Alors ok, pourquoi pas, hein, s'il prend son propre exemple, ce n'est pas pour se mettre en avant et en profiter pour montrer qu'il a raison dans ses vidéos, vu que les gens qui le critiquent auraient des reproches débiles. Non, c'est juste pour appuyer son propos avec des exemples sans preuve. Et déformé. Pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve que là, il se fout un peu de la gueule du monde, hein, quand même. C'est juste pour vous expliquer ce que ça peut donc donner sur Twitter. Rappelons qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à nous démontrer le moindre lien avec Twitter, et même plutôt le contraire en fait, vu que certains de ces exemples sont liés uniquement à YouTube. Bref, du coup, vous l'avez compris, les retweets font que ça arrive sur le fil d'actualité de l'une de ces personnes qui ne m'apprécient pas. Après tout, ça pourrait s'arrêter là, ces personnes pourraient très bien voir ma publication, grincer des dents en voyant ma tête sur mon image de profil et passer à autre chose. Mais c'est sans compter le troisième facteur. Mais c'est ce que font la plupart des gens en fait. J'ai pas l'impression qu'il prend en compte dans son raisonnement la masse silencieuse, c'est-à-dire au pif, 95% des gens qui sont là mais qui disent rien. Les gens qui commentent, c'est une minorité, et parmi cette minorité, ça se divise entre les pour, les contre et les modérés. Ce qui est très fort, c'est que là, il se plaint que des gens ne passent pas à côté de ce qu'il fait. On est dans un paradoxe assez balèze. Son boulot, c'est quand même d'être visible. Il ne se prive pas de chercher la visibilité. Par exemple, en mettant dans un titre « Feature Raptor dissident pour surfer sur le buzz » ou d'utiliser Twitter pour que ses vidéos soient vues, comme il le dit dans cet extrait. De deux, au vu des problèmes de notification de vidéos qui ne vous arrivent jamais, Twitter me permet au moins d'informer une partie de mes abonnés lorsque j'en poste une nouvelle. Mais maintenant, le mec se plaint que des gens s'intéressent à lui. Et réagissent en mal, hein, surtout, c'est ça son problème. D'un côté, il nous dit que c'est chiant que YouTube n'envoie pas ses vidéos à ses abonnés, et de l'autre, c'est chiant que des gens s'intéressent à ce qu'il fait. Il veut traiter des sujets qui fâchent, mais il ne faut pas que des gens se fâchent. La logique YouTube. C'est pas cohérent. Et pourquoi c'est pas cohérent ? Bah parce que c'est la logique du mec qui veut les bons côtés sans les mauvais qui vont avec. Il veut être vu, mais pas critiqué. Troisième facteur, la recherche des retweets et des likes à tout prix. Je l'avais expliqué dans mes vidéos prêt à tout pour se faire remarquer et le culte de la célébrité, mais pour résumer, contrairement au précédent siècle, l'humain a aujourd'hui la possibilité, grâce à internet, d'avoir facilement son quart d'heure de gloire, aussi éphémère soit-il. Je dis facilement car il y a en effet 1001 manières d'y arriver, dont une qui se trouve être l'une des plus faciles, cracher sur quelqu'un de plus connu pour attirer l'attention sur soi. Ok, donc il fait un procès d'intention.
Alors, on va rappeler ce qu'est un procès d'intention, parce que toute la suite, ça va être ça. En philosophie, le procès d'intention est un sophisme consistant à invoquer le discrédit sur une personne en lui prêtant des intentions inavouables et condamnables. Cracher sur des gens pour chercher la visibilité à tout prix, on est dedans. Le caractère invalide de cette construction existe si ces intentions ne sont pas prouvées ou même qu'elles sont invérifiables. Donc un procès d'intention peut être valide si on prouve l'intention malveillante. Or, la seule piste qu'il nous donne pour prouver l'intention, ce sont ses autres vidéos sur le sujet. Et dans ces vidéos, il nous parle de dérives liées à la recherche de la notoriété, de la reconnaissance sociale qui peuvent conduire à des actes violents, illégaux ou stupides, comme quelqu'un se filmant pour faire un braquage ou agressant des personnes au hasard pour une vidéo ou se mettant en danger, etc. Mais ça, ce sont des dérives, ce sont des faits minoritaires. En plus, ces comportements n'ont rien à voir avec le sujet, qui est les accusations ou attaques contre les youtubeurs. Il fait donc un amalgame doublé d'un raccourci. Son raisonnement est le suivant. Des gens deviennent malveillants pour avoir de la visibilité, donc des gens qui s'en prennent aux youtubeurs sont malveillants pour avoir de la visibilité. Mais à aucun moment il ne prouve un lien entre les deux situations, à aucun moment il ne prouve la malveillance à l'encontre des youtubeurs. En effet, il occulte totalement d'autres raisons de critiquer les youtubeurs, comme des raisons politiques ou morales. Lui, il parle de gens qui crachent sur les youtubeurs, mais on peut mettre en doute sa version des faits. Si ça se trouve, ce qu'il prend comme une attaque personnelle n'était peut-être qu'une critique justifiée, comme on a pu le voir lorsqu'il croit être traité de fasciste quand on dénonce sa complaisance avec la fachosphère. Certains ne s'en privent pas et sautent sur la moindre occasion, aussi minuscule soit-elle, quitte à déformer les propos de la personne concernée, les sortir du contexte ou tout simplement mentir. Vu que Twitter est le réseau social dédié au partage à outrance avec son système de retweet en un clic, c'est devenu l'endroit idéal pour ça. J'ai dû remonter l'émission car ici Absol met un extrait d'une vidéo de Cyprien, intitulée « Être youtubeur » et publiée fin 2016. Mais le robot de YouTube, en raison des droits d'auteur, a bloqué ma vidéo lors de l'hébergement à cause de cet extrait. Dans celui-ci, Cyprien tourne en dérision les accusations de racisme sur l'idée qu'on exagérerait ses propos jusqu'à l'absurde. J'ai désormais quelques dizaines de secondes de libre dans cette émission, alors je vais en profiter pour les découper le robot de YouTube. Ici, l'idée c'est que des gens mal intentionnés déforment les propos des youtubeurs. Pour soutenir cela, il nous fournit un extrait d'une vidéo de Cyprien du 9 septembre 2016, où il tourne en dérision une accusation de racisme. Comme s'il était inconcevable que Cyprien puisse tenir des propos racistes. Voyons, pas lui, pas Cyprien. Pourtant, le 22 novembre 2014, Cyprien nous disait ceci. J'ai un dernier petit mot concernant ma précédente vidéo. J'ai été très maladroit en suggérant que les Roms étaient des voleurs, que les Roms étaient des voleurs, que les Roms étaient des voleurs. Alors je voudrais pas remuer la merde, hein, tout ça c'est du vieux dossier, mais je trouve ça pas mal culotté de tourner en dérision des accusations de propos racistes après en avoir vraiment tenu, hein. Très maladroit. Le plus important ici, c'est la facilité hypocrite de considérer qu'on déforme les propos des youtubeurs alors que ce n'est pas forcément le cas. Au fil de mes 6 années passées sur Twitter, je l'ai vu petit à petit se transformer en un champ de bataille où c'est le concours de celui qui va le plus dénoncer l'autre pour s'attirer les retweets et son quart d'heure de gloire. Toutes les occasions sont bonnes à prendre. Une personne connue a fait une blague que vous jugez de mauvais goût. Vite, il faut partager son tweet en le traitant d'un mot finissant par phobe et ainsi passer pour le noble défenseur d'une cause. Mais oui, les gens qui dénoncent des blagues, par exemple homophobes, ne le font pas pour de réelles convictions, mais seulement pour se rendre intéressants. Tandis que les gens faisant des blagues sur des groupes sociaux discriminés ne font pas ça du tout pour se faire remarquer, eux, dit-il d'un ton sarcastique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre ces nobles causes, mais certains en abusent à tort et à travers dans leur seul intérêt personnel. Voilà, il faut lutter contre les discriminations, mais pas comme ça, ne touchez pas à nos blagues sur les PD qui s'enculent. Même si la pratique est bizarre ou les gens un peu chelous. On appréciera qu'ici on a enfin une idée de qui est visé par Absol, bien entendu des militants de gauche. Vous ne pouvez pas saquer un youtubeur? Vite, crachez-lui dessus pour qu'il perde son sang-froid et vous réponde, amenant alors sa communauté avec lui. Vous pourrez alors vous faire passer en victime et crier au harcèlement. Donc ici on a 2 points très importants. Tout d'abord, si un youtubeur perd son sang-froid, ce n'est pas de sa faute, c'est qu'on l'a poussé à s'énerver. Le youtubeur n'est donc pas responsable de ses actes, tout comme tout à l'heure il n'était pas responsable de ses propos vu qu'on les déforme. De plus, la victime devient coupable du harcèlement qu'elle subit, vu qu'elle l'a bien cherché. Car oui, il faut le savoir, quand on est un youtubeur connu, on n'a pas le droit de répondre à une personne qui nous insulte. Car vous pouvez être sûr que celle-ci vous accusera alors de lâcher votre communauté sur elle, car votre réponse affichera son tweet haineux, et certains de vos abonnés ne manqueront pas d'y répondre également.
Un youtubeur n'aurait pas le droit de répondre à une personne qui l'insulte. Alors déjà, pourquoi répondre aux personnes qui t'insultent? Et est-on bien sûr qu'il s'agit d'insultes? En effet, les témoignages d'abus ne manquent pas, comme dans ce témoignage, pour prendre un exemple. Ça fait 48 heures que je me fais insulter non-stop parce que j'ai dit que le joueur du grenier était problématique, sans le taguer et en ayant une 50aine d'abonnés. J'ai des comptes à plusieurs milliers de followers qui m'ont jeté en pâture, dont le joueur du grenier, mais c'est moi qui harcèle et c'est pas eux qui sont responsables. Ok. Outre l'aspect totalement orienté du discours d'Absol, on relèvera qu'il parle de ne pas avoir un droit de réponse. Pourtant, dans les faits, personne ne leur retire ce droit, personne n'en a les moyens. Il s'agit en réalité de critiques à l'encontre de l'usage que les youtubeurs font de ce droit, ou plutôt de leur liberté d'expression. Cela sous-entend une inégalité en leur défaveur, une injustice. Mais ils ne sont pas égaux aux autres personnes car ils possèdent un privilège, le fait d'avoir une communauté qui les soutient. Quand un youtubeur défend son droit d'utiliser son compte Twitter comme il le veut sans se soucier des conséquences du harcèlement par ses fans, il défend un droit, la liberté d'expression, cumulé à un privilège, être soutenu massivement, donc il ne défend pas l'égalité. Pour faire une analogie, boire de l'alcool est un droit, mais une personne avec une voiture aura moins le droit de boire qu'une personne sans voiture. Cela ne signifie pas que ces deux personnes n'ont pas des droits égaux, cela signifie juste que la personne avec une voiture a des responsabilités liées à son privilège d'avoir une voiture. De la même façon, avoir une communauté est un privilège qui nécessite de prendre en compte sa responsabilité. Comme par exemple éviter d'être agressif pour ne pas donner l'exemple. Pourtant, ici Absol, comme Fred, du joueur du grenier, défend le droit de s'exprimer librement sans se soucier des conséquences. Ils défendent le droit de ne pas être responsables de leurs actes, tout en profitant de leurs privilèges. Vous pouvez sinon déformer les propos d'une personne connue que vous n'aimez pas et ainsi la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Avec un peu de chance, vous obtiendrez un certain nombre de partages qui l'obligera à répondre et à vous donner encore plus de visibilité. Déformer les propos. Ça aussi, c'est récurrent. On a encore à faire une pierre angulaire du discours, une base de sa défense. Et ce qui est sympa avec ça, avec l'accusation « il déforme mes propos », c'est que ça marche avec tout. Alors si c'est vrai qu'on peut déformer des propos, Absol lui-même ne s'en est pas privé, pour autant faut nuancer. On peut aussi dire des choses sans avoir conscience de leur portée, car nous ne sommes pas omniscients. On peut aussi être de mauvaise foi et ne pas assumer ce qu'on dit. De plus, ici Absol présente le youtubeur comme une personne victime soumise à une injustice. Tout à l'heure, le youtubeur était poussé à perdre son sang-froid, et ici on l'obligerait à répondre. Alors on peut se demander pourquoi tu te sentirais obligé de répondre, mais aussi et surtout pourquoi tu serais obligé de répondre directement à la personne qui t'emmerde. Cette obligation n'en est pas une nouvelle fois Absol s'invente une injustice, et donc se victimise. Bien sûr, comme sur tous les réseaux sociaux, il y a la possibilité de bloquer une personne pour que celle-ci n'ait plus accès à vos publications. Mais là encore, c'est sans compter les concours malsains qui règnent sur Twitter. Lorsque vous bloquez une personne qui met par exemple constamment des tweets haineux sous chacune de vos publications... Ah bah là j'ai un contre-exemple. Non parce que bon, moi il m'a bloqué, figurez-vous. Là il nous parle du fait de bloquer des gens pour des tweets haineux récurrents. Alors perso, il m'a bloqué quand j'ai critiqué cette vidéo à sa sortie, sur Twitter donc, et j'ai dit ceci. Absol dénonce des gens pas connus qui critiquent les connus d'après lui pour se faire des retweets, tout en reprochant aux gens d'empêcher les connus de répondre sous peine de se faire traiter de harceleurs. Le résultat, l'esprit critique ne vaut que pour les gens connus. Alors c'est pas super bien formulé, mais bon, c'est Twitter. Et comme toujours avec ce genre de discours, je me fais critiquer, toute réponse négative validera le propos, ce qui là encore annihile toute possibilité de critique. Troisième tweet, Absol refuse de donner des exemples concrets pour appuyer ses propos pour ne pas leur donner de la visibilité, ça on va voir ça après. Comme si c'était pas possible de flouter les pseudos. Ce foutage de gueule, le mec qui fait bien en sorte de rester flou pour ne pas se mouiller. En quoi c'est haineux? Virulent peut-être, mais si dire ce foutage de gueule, c'est de la haine ou des insultes, c'est sûr qu'il doit en voir souvent de la haine et des insultes. Bref, là encore, on peut remettre en question la pertinence de son point de vue et on peut se dire qu'il n'est pas vraiment très crédible. Lorsque vous bloquez une personne qui met par exemple constamment des tweets haineux sous chacune de vos publications, elle se vante alors à tous ses followers que vous l'avez bloqué et par la même occasion essaye de faire croire que vous êtes susceptible et contre la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Mec, t'as plus de 25 ans, le lycée c'est fini, ce que les gens racontent sur toi, tu devrais être capable de ne plus en tenir compte. Internet n'est pas une garderie, va falloir assimiler ça. En plus, ils nous présentent ça comme si c'était un problème de youtubeurs. Les ragots, on n'a pas attendu YouTube pour que ça existe. Alors ok, c'est décuplé pour les personnes célèbres, mais quand même là on est dans l'invention de faux problèmes, uniquement pour donner l'impression qu'il y a une accumulation de poids spécifique aux youtubeurs, alors qu'il lui suffirait de, je sais pas, d'être adulte et s'en foutre de ce qu'on raconte sur lui. En gros, ces gens font le concours de celui qui sera le plus détesté par les célébrités pour frimer devant leurs followers parce que, t'as vu, ils sont trop déviants et malpolis, c'est trop dark quoi. Ah ouais, c'est vachement grave, y a des gens qui font les malins. Ah ouais, c'est un vrai champ de bataille.
Enfin bon, moi ce qui me fait marrer c'est surtout ça. En effet, j'aime aborder des sujets qui fâchent, difficiles à traiter, souvent sujets à polémique. T'as vu, ils sont trop déviants et mal polis, c'est trop dark quoi. J'aime aborder des sujets qui fâchent, trop dark quoi. La maltraitance animale, trop dark quoi. Bon allez, assez rigolé, hein. On passe à la suite, ça va être navrant. On pourrait se dire qu'on a ici atteint le summum de la connerie humaine, mais il y a encore pire que ça. Non mais le summum de la connerie humaine, c'est peut-être la guerre, l'esclavage, les génocides, l'indifférence envers les inégalités, l'appât du profit au détriment de l'avenir de notre propre espèce, enfin ce genre de truc, tu vois, hein, mais peut-être pas quelques embrouilles sur Twitter parce que ça te fait chier qu'on dise que t'es susceptible, en fait, hein? Redescends putain! N'hésite pas à mentir pour attirer l'attention sur eux avec de la bonne grosse diffamation. On voit de plus en plus de personnes inventer de fausses histoires malsaines avec une célébrité pour la foutre dans la merde et s'assurer au passage beaucoup de visibilité. À croire qu'elles ne savent pas que la diffamation publique est punissable d'une amende de 12 000 €, tout comme l'injure publique d'ailleurs. Bizarrement, la personne concernée est toujours une personne très suivie sur Twitter. Bah oui, on ne va quand même pas inventer une histoire avec une personne lambda, ça ne nous servirait à rien. Oh putain ce que c'est con. Si t'as l'impression que seuls les gens connus sont victimes de diffamation, c'est juste que t'es pas au courant qu'il y a de la diffamation sur des gens pas connus. Parce que vu que ces gens sont pas connus, bah t'es pas au courant. La mère Michu sur qui on raconte qu'elle trompe son mari en couchant avec le boulanger, ça fait pas le tour de Twitter, mais ça existe. Là encore, on n'a pas attendu Twitter pour inventer la calomnie. Le fait d'être suivi par pas mal de personnes en devient dangereux. Dangereux! On a dit de moi que je suis susceptible, c'est dangereux! Bon, plus sérieusement, déjà j'ai pas mal coupé de passages avant et après, vu qu'ils se répètent sur à quel point des gens veulent sa si précieuse visibilité, mais on appréciera qu'ils trouvent qu'être suivi par pas mal de personnes est dangereux pour la personne qui est suivie. C'est pas totalement faux, hein, bien sûr, mais ça serait omettre, comme c'est tout aussi dangereux pour les personnes harcelées par l'inconscience de certains youtubeurs qui refusent de prendre leurs responsabilités, comme on a pu le voir précédemment. Ici donc la victime de la situation, c'est le youtubeur, mais personne d'autre. Ainsi, ces personnes sont à l'affût de la moindre erreur, du moindre mot de trop ou de travers, de la moindre petite bête, pour sauter dessus comme des charognards dès que l'occasion se présente. Vous l'aurez compris, on n'a donc pas le droit à l'erreur et on doit réfléchir au moindre mot qu'on écrit sur Twitter sous peine de s'en prendre plein la gueule car certains veulent un peu d'intention sur eux. Bon bah là ça avance pas, hein. Il ne fait que répéter son procès d'intention sur ces gens méchants qui veulent de la visibilité. En plus de cela, il précise que ces gens s'en prendraient injustement au moindre mot, ce qui lui permet de se déresponsabiliser, comme si les mots n'avaient pas un sens et un poids dans un discours. Là, on est dans la négation de l'analyse de la rhétorique. Rhétorique qu'on va pas se gêner à décortiquer. Ces gens sont des charognards et on s'en prend plein la gueule. Là, on est bien dans le pathos lourdingue, dans la victimisation, ce qui devient particulièrement indécent vu que tout à l'heure, il nous disait qu'une personne victime de harcèlement l'a bien cherché. Vous pourrez alors vous faire passer en victime et crier au harcèlement. Moi, là, j'ai juste envie de dire, espèce de connard. Pour te faire des vues, tu fais copain-copain avec le Raptor Dissident qui a été à l'origine du harcèlement de 2 youtubeurs, Marion Sétlin et Dani Caligula. Tu légitimes le discours de déresponsabilisation de Fred, du joueur du grenier, qui est régulièrement pointé du doigt pour le fait qu'il ferme les yeux sur sa communauté toxique et hyper agressive. Et tu oses nous dire que tu t'en prends plein la gueule alors que t'as jamais été au cœur de la moindre polémique. Bref, tout ce que je vous dis peut vous sembler assez flou sans véritable illustration, mais pourtant ce ne sont pas les exemples qui manquent. Le problème, c'est qu'en partageant les tweets en question, je ne ferai que leur donner encore plus de visibilité alors que c'est ce qu'ils cherchent, donc je vais malheureusement devoir m'en passer. D'accord. Donc, sa théorie est vraie, il a des preuves, mais comme elle est vraie, il peut pas nous montrer les preuves. Habile. Pour eux, ils ne font qu'appuyer sur un bouton virtuel, sauf qu'à la fin, on arrive à des dizaines de milliers de partages d'un tweet mensonger à votre encontre ou déformant complètement vos propos. Voilà donc encore la déformation des propos. Bon, sinon il parle quand même de dizaines de milliers de retweets, hein. Moi je vois pas de quoi il parle. Mon estimation c'est que sur Facebook en tout cas, 5000 partages c'est 1 million de vues. Donc un truc mensonger sur un youtubeur qui aurait fait des millions de vues, je vois pas. À moins de parler en retweets cumulés sur plusieurs tweets, pourquoi pas. Mais bon, il enfonce des portes ouvertes là, hein. Les ragots sur des célébrités, t'en as toujours eu depuis des décennies dans les magazines People. C'est la rançon de la gloire, ça va avec. Je relèverai juste qu'on a un double standard un peu subtil. En effet, certains youtubeurs, comme Fred, du jour du grenier, se déresponsabilisent en disant qu'il ne faut pas réduire leur public à des gens influençables. Je suis consterné de voir certains youtubeurs s'autoproclamer influenceurs, ce qui revient à réduire leur public à des personnes incapables de prendre eux-mêmes des décisions. Alors que subitement, quand des personnes racontent des choses sur les youtubeurs, il faut considérer que les gens sont influençables et incapables de faire la part des choses. Ce qui est vrai, ne soyons pas démagos. Une foule, c'est très con, mais si on considère qu'une foule est con dans une situation, il faut aussi le considérer dans une autre situation. Si vous avez peur que des gens soient influencés par des mensonges sur vous, alors vous devriez aussi avoir peur que des gens soient influencés par vous.
Bien sûr, je le redis, je ne vous explique pas tout ça pour me plaindre. En 6 ans, j'ai eu le temps de m'y habituer et de savoir prendre le recul nécessaire. Ça ne m'affecte quasiment plus maintenant. Oui, bien sûr. Non mais on te croit, hein. Pourquoi tu t'imagines de telles choses? Quelqu'un qui passe son temps à dire qu'il est la seule victime systématique d'injustice, que Twitter c'est un champ de bataille parce que des gens disent qu'il est susceptible. Ça lui donne pas l'air de se plaindre? Mais non. Pour en avoir discuté avec plein de youtubeurs, ils sont tous de cet avis, seulement ils n'ont pas forcément l'occasion d'en parler sur leur chaîne de gaming, de top, etc. D'accord, donc il en a parlé à d'autres youtubeurs. Et les autres youtubeurs, de divertissement, hein, sont d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas responsables de leurs propos et que les gens sont très méchants avec eux. Tu m'étonnes qu'ils soient d'accord. On sent la méthodologie rigoureuse. On est dans la subjectivité et la consanguinité la plus totale. Déjà parce que ce sont des avis de youtubeurs qui s'expriment sur leur propre situation depuis leur propre point de vue, et qu'en plus, ce sont des youtubeurs de divertissement. Subjectivityception. Donc ce sont pas des gens qui ont une démarche intellectuelle. Je suppose qu'il n'a pas demandé son avis à Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology qui a pu faire une vidéo de recul sur les biais cognitifs des youtubeurs. Il n'a pas non plus demandé l'avis des gens qu'il dénonce comme étant vraiment très méchants de s'en prendre aux youtubeurs qui n'ont jamais rien fait de mal. Bon bah là c'est l'apothéose sur le gâteau à la cerise, on voit bien à quel point tout son discours n'est en réalité qu'une plaidoirie on ne peut plus auto-centrée consistant à défendre les youtubeurs contre toute critique venant de l'extérieur. Twitter est devenu un déversoir de haine entre ceux qui cherchent de manière malsaine à avoir quelques retweets et les extrémistes en tout genre capables de vouloir la mort de ceux qui ne pensent pas comme eux tout en brandissant l'étendard de la tolérance. Ouf, ok, alors on a toujours l'hyperbole, le déversoir de haine. Détends-toi, hein, surtout que bon, je peux te rappeler que ton pote, le Raptor Dissident, niveau déversoir de haine, il se pose là et il a pas trop l'habitude de prôner la tolérance. De plus, il vise une seconde fois les militants de gauche qui voudraient la mort des gens. Parce que bon, la tolérance, on l'associe pas à la droite en général, hein. La droite, elle parle de tolérance que pour tolérer la misère, le racisme, le sexisme ou l'homophobie. On voit donc une nouvelle fois l'orientation politique du discours, une orientation qui ne s'assume pas, hein. Il parle des extrémistes en tout genre, mais bon, surtout ceux de gauche qui veulent pas tolérer nos blagues et notre complaisance avec les harceleurs misogynes et homophobes. Quelle bande de salauds, ces gauchistes! Twitter n'est qu'un outil technologique, et en tant que tel, ce sont ses utilisateurs qui choisissent d'en faire bon usage ou non. Comme un marteau, certains vont s'en servir pour construire des choses, tandis qu'une fraction voudra s'en servir pour faire du mal à autrui. Ah bah bravo! Donc tout son discours comme quoi Twitter c'est le problème, ça tombe à l'eau vu qu'en fait le problème c'est les gens. C'était bien la peine. Évidemment cette nuance, elle sert à rien. Si tu passes 10 minutes à dire que le problème c'est Twitter et 3 secondes à dire qu'en fait bah c'est les gens, t'as pas nuancé ton discours. Enfin bref, évidemment certaines personnes sur Twitter ne manqueront pas de déformer tout ce que je viens de dire dans cette vidéo et j'en vois déjà certains la partager en disant que je ne fais que de me plaindre. Ah bah on sent qu'il est à l'aise, hein. Mais non, faut pas dire que je me plains, même si tout porte à le croire. Quoi qu'il en soit, il a déjà prévu de répondre à la critique en disant qu'on a déformé ses propos. Parce que les gens, ils sont méchants. Et qu'il dit jamais de conneries. Alors ça, c'est une astuce, hein. L'odieux connard m'avait déjà fait le coup. Ça consiste à terminer son discours en prévoyant, d'une manière assez vague évidemment, qu'il sera critiqué. Comme ça, s'il est critiqué, on pourra dire « ça prouve qu'il a raison, t'as vu, tu le critiques, tu justifies son propos ». Pour faire une analogie un peu osée, c'est comme les gens qui disent un truc raciste et terminent leur phrase par « Ah mais si on dit ça, on se fait traiter de raciste !» alors qu'ils ont dit un truc raciste. Comme ça, si on leur répond que c'est raciste, ils pourront dire « Ah bah vous voyez, j'avais raison !» J'avais vu un discours de Vauquier où il faisait ça. Le mec, il dit un truc bien populiste et il rajoute « Ah mais si on dit ça, on se fait traiter de populiste ». C'est complètement con, mais ça marche. Enfin bon, quand on commence à parler de Vauquier, c'est qu'on s'est un peu égaré. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre et les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Ah putain, il en a pas marre de ces phrases toutes faites. Ça, c'est encore un truc de négation de la critique. C'est un procès d'intention consistant à partir du principe que ton interlocuteur n'est pas capable d'avoir une démarche objective. À quoi bon débattre ? Et puis je suis quand même pas le seul à trouver ça particulièrement agaçant et même pathétique de misère intellectuelle. Enfin regardez. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Personne n'est parfait et je ne m'appelle pas personne. Les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre et les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Et je suis sympa, hein, j'ai pas pris d'extrait d'autres vidéos. Le mec veut s'interroger sur la nature humaine et il en est là avec ses lapalissades « personne n'est parfait et je m'appelle pas personne ». Bravo Socrate. On dit souvent, et moi le premier, que Twitter ce n'est pas la vraie vie, mais ça peut malheureusement amener à de graves répercussions dans la vie réelle. On le constate avec le nombre croissant de suicides à cause de vagues d'harcèlement sur internet. Il termine là-dessus, hein. Le mec, au cours de sa vidéo, il nous explique que les personnes victimes de harcèlement l'ont bien cherché, et font ça pour se faire remarquer. Et là il nous dit « Oh là là, au fait, le harcèlement c'est pas cool ». Vous pourrez alors vous faire passer en victime et crier au harcèlement. On le constate avec le nombre croissant de suicides à cause de vagues d'harcèlement sur internet. Vous faire passer en victime et crier au harcèlement. Le nombre croissant de suicides à cause de vagues d'harcèlement sur internet. Vous faire passer en victime et crier au harcèlement.
J'ai du mal à me retenir de l'insulter. On va donc commencer la conclusion là-dessus. Tout d'abord, il tient un discours toxique, il légitime des procès d'intention totalement invalides qui sont faits à l'encontre notamment de personnes dénonçant du harcèlement sur Internet. Plus généralement, il s'agit de procès d'intention que subissent des femmes dénonçant des abus sexuels, que ce soit à l'encontre de youtubeurs ou pas. La vague Balance ton porc et MeToo ont débuté en novembre 2017, soit 8 mois avant cette vidéo. Il était alors difficile de passer à côté des débats dénonçant des méthodes de silenciation de la parole des victimes. Ces méthodes sont toujours les mêmes, accuser la victime de mentir pour se faire remarquer et notamment pour faire du tort à l'accusé. D'autant plus si l'accusé est une personne célèbre. Cette vidéo d'Absol nourrit totalement la mentalité consistant à discréditer d'office les accusations d'abus sexuels, en partant du principe que ces victimes sont mal intentionnées. Mon opinion, c'est que Absol a choisi son camp. Plutôt que d'être à l'écoute des victimes potentielles, il a préféré choisir le camp de ceux qui doutent systématiquement de leur bonne foi. Et je ne fais pas un parallèle abusif, on peut le voir avec 2 commentaires likés par Absol, des commentaires faisant le lien avec l'affaire Balance ton youtubeur, lancée 2 mois plus tard. Absol a donc bien justifié que des gens remettent en cause la parole des mineurs victimes de youtubeurs pervers. L'ironie, c'est que la logique d'Absol part du principe que les dénonciations sont faites pour la visibilité, alors que cette affaire a été lancée par Squeezie, qui a 12 millions d'abonnés. Les jeunes filles victimes d'abus sexuels par des youtubeurs peuvent donc dire merci au youtubeur Absol, qui a donné des justifications pour ne pas les croire. Mais visiblement, pour Absol, il est plus important de s'émouvoir sur sa situation de youtubeur qu'on traite de susceptible. De plus, sa vidéo est bourrée de biais de jugement, de paradoxes, d'exagérations absurdes. Elle est totalement orientée en faveur des youtubeurs et on ne peut plus subjective, basée uniquement sur le point de vue de quelques youtubeurs spécialisés dans le divertissement. Les personnes qu'il dénonce sont en réalité une extrême minorité, mais il les met tellement en avant qu'on ne peut que se dire qu'elles sont très nombreuses, et ainsi les amalgamer à n'importe qui s'en prenant aux youtubeurs, sans compter qu'ils visent particulièrement des militants de gauche. Pourtant, dans ses vidéos précédentes, Absol était bien plus modéré et cherchait à peser le pour et le contre. Il tenait même un discours très favorable à la critique, comme dans sa vidéo La mode des critiques YouTube. Il est vrai que de plus en plus de personnes ont du mal à accepter la critique, et YouTube ne déroge pas à la règle, mais je pense qu'elle permettra aux vidéastes concernés, s'ils en tiennent compte, de s'améliorer, et permettra en même temps aux viewers d'avoir un meilleur esprit critique et de se rendre compte de certaines choses pas très nettes. De mon côté, pour que mes analyses, qu'on pourrait si vous voulez qualifier elles aussi de critiques, soient acceptées par la majorité, je m'efforce à les rendre le plus objectifs possible. Ainsi, Absol nous vantait les bienfaits de la critique de YouTube. Et aujourd'hui, ou plutôt en juin 2018, soit 2 ans après, la critique des youtubeurs serait désormais motivée par de mauvaises intentions. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Eh bien, outre Balance ton porc, c'est que la critique qu'il dénonce n'a pas la même origine que celle qu'il vantait. La critique bénéfique était une critique de youtubeurs par d'autres youtubeurs, et la critique malfaisante vient de n'importe qui sur Twitter. C'est une position qui manque pourtant de logique, le youtubeur a plus d'intérêt de chercher la notoriété. En admettant que Absol soit toujours d'accord avec ce qu'il disait dans le passé, ce qui est une hypothèse à privilégier vu qu'il s'agit de ses fondamentaux sur lesquels il n'est pas revenu, nous sommes donc face à un double standard. La critique est présentée comme positive quand elle est interne à YouTube, mais devient négative quand elle est issue de l'extérieur. Pourtant, rien de concret ne nous permet d'affirmer qu'un youtubeur serait par nature plus bienveillant et qu'un simple spectateur serait par nature plus malveillant, mais c'est ce qui émerge de ce discours. D'après moi, nous avons même affaire à un cas de dissonance cognitive, alors que Absol, par solidarité avec les autres youtubeurs, cherche à protéger son statut de la critique, cela le pousse à ne plus être en accord avec ses valeurs dans les faits. Mais pour avoir l'impression d'être toujours en accord avec ses valeurs, il devient alors nécessaire pour lui de nier la réalité, ce qui entraîne des biais cognitifs pourtant évidents, comme se baser uniquement sur l'avis d'autres youtubeurs qui seront forcément orientés tout autant que lui, ou expliquer ne pas présenter de preuves à sa théorie en prétextant que la véracité de sa théorie justifie de ne pas présenter les preuves, alors que sa crédibilité est très faible. Ou encore bien sûr présenter les youtubeurs comme forcément dénués de responsabilité, tandis que les gens de Twitter ne peuvent être que malveillants et très dangereux. Quand le youtubeur s'énerve, ce n'est pas de sa faute, c'est qu'il a été poussé à bout. Quand le youtubeur dit une connerie, ce n'est pas de sa faute, c'est une maladresse, ou alors on a déformé son propos. De plus, le youtubeur serait victime d'une injustice, on veut lui retirer son droit de répondre alors qu'il a le privilège d'être massivement soutenu. Internet serait un champ de bataille où la seule victime est le youtubeur, car les victimes non youtubeurs, elles l'ont bien cherché. À aucun moment, le youtubeur n'est vraiment responsable de ses actes ou de leurs conséquences. À noter que j'ai voulu faire un développement sur le mauvais usage de Twitter par les youtubeurs et aussi la dénonciation abusive de Twitter comme bouc émissaire monocausal à tous les problèmes, mais ça fera un sujet d'émission à part.
Enfin, mon impression, c'est que certains youtubeurs, dont Absol fait partie, n'ont que la visibilité à l'esprit, ce qui est normal, c'est une partie intégrante de leur travail. Mais cette visibilité leur ronge tellement l'esprit qu'il leur devient impossible de concevoir que d'autres personnes aient des centres d'intérêt différents. Il ne leur est pas concevable que des militants les critiquent pour des raisons politiques, étant donné que leur monde tourne autour des vues, c'est censé être le cas pour tout le monde. Paradoxalement, Absol dénonce des gens qui sont prêts à tout pour de la reconnaissance sociale, alors que lui-même réduit sa grille de lecture de la société à la recherche de la reconnaissance sociale. Il dénonce des gens qui ne penseraient qu'à la visibilité, mais en les voyant partout, il prouve que lui-même ne pense qu'à ça. Bien entendu, Absol n'est pas un cas isolé. Mais il faut garder en tête que ça concerne énormément de personnes. Avec cette vidéo plutôt complète, je n'ai pas voulu le cibler juste lui, mais j'ai voulu faire un exposé des problèmes de ce qu'on peut appeler une caste de privilégiés, autocentrés et narcissiques en qui vous ne devez absolument pas avoir confiance. Sur ce, je vais lui laisser le mot de la fin. Ça montre que YouTube a de plus en plus d'ampleur et que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne tournent pas rond sur cette plateforme. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!